Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de commenter. Votre commentaire aide YouTube à comprendre que vous n'êtes pas un robot qui regarde ma vidéo. L'anime d'aujourd'hui se déroule dans une prison de haute sécurité, située sur une île isolée dont personne n'a jamais réussi à s'échapper vivant. Cependant, l'un des prisonniers de la cellule 13, grâce à ses compétences secrètes, décide de s'échapper vivant de cet enfer avec ses amis. Un superviseur ordonne de fermer toutes les issues de secours, mais les prisonniers sont très habiles et parviennent à franchir une porte métallique. L'un des détenus, qui porte une magnifique casquette bleue, utilise une carte pour révéler les pièges laser invisibles et guide les autres avec des mouvements parfaits. Jusqu'à ce qu'un autre détenu, vêtu d'une chemise noire à rayures, découvre facilement le mot de passe nécessaire pour désactiver tous les pièges. Après avoir déclenché d'autres pièges, ils traversent un conduit rempli de gaz somnifères, échappent à une boule géante et évitent de justesse un piège à électrochoc. Enfin, ils reviennent à bon port par le même tunnel. Le directeur et le superviseur sont furieux et envoient un homme appelé Yamato pour les arrêter. Yamato poursuit les détenus, mais il a un très mauvais sens de l'orientation, et même si on lui demande où il doit aller, il se perd immédiatement. Pendant ce temps, les détenus poursuivent leur évasion sans interruption et rencontrent bientôt un groupe d'hommes armés. L'un des détenus, Nico, saute pour sauver son ami, mais il finit par se faire tirer dessus. Mais il se rend vite compte qu'il a été touché par une balle tranquillisante, ce qui, heureusement, ne l'affecte pas. Tandis que les hommes armés restent là, choqués que leur tir n'ait pas fait mouche, Nico et son ami profitant de la distraction pour s'enfuir et réussir à s'échapper. Peu après, ils tombent sur une meute de chiens mortels, mais Nico aime les animaux et parvient à les apprivoiser facilement. Ils atteignent ensuite une immense porte en fer qui les sépare de la liberté. Mais leurs espoirs s'évanouissent lorsqu'ils découvrent le surveillant qui les attend à l'extérieur. Ils attaquent immédiatement le surveillant de toute leur force, mais celui-ci est beaucoup plus fort et finit par les battre tous, avant de les renvoyer en prison, où ils croupiront et paieront pour leurs crimes. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, les détenus ne sont pas trop mécontents de retourner dans leurs cellules, car comparé à d'autres prisons, celles-ci disposent d'une bonne nourriture, d'immenses bains, d'équipements de gymnastique. Bref, ils ont pratiquement tout ce dont ils ont besoin, sans même avoir à payer pour cela. Quelque temps plus tard, Jugo, le prisonnier numéro 15, tente à nouveau de s'échapper, mais il est rapidement capturé et envoyé en prison. Une fois à l'intérieur, il parle aux autres d'un mystérieux canon qu'il a vu en chemin. Ces hommes à l'esprit mal tourné se précipitent donc immédiatement au parloir pour y trouver la belle avec le surveillant. Ils se demandent comment un superviseur comme lui peut séduire une si belle femme. Cependant, ils se rendent vite compte que cette belle femme a un énorme jouet sous ses beaux vêtements, puisqu'il s'agit en fait du jeune frère du superviseur. Soudain, le superviseur est appelé par son supérieur. Il s'en va et, profitant de l'occasion, Jugo essaie de draguer le jeune frère du superviseur, car pour lui, tout est une question d'apparence. Et comme le jeune frère du superviseur est très beau, Jugo le prendrait facilement. En réponse, elle lui demande rapidement pourquoi il porte ce collier élégant. Et Jugo se met soudain très en colère et tout son désir de parler à ce beau fanboy disparaît. Et il prétend que ses menottes lui ont été mises par un homme avec une vilaine cicatrice rouge sur le cou et que la seule raison pour laquelle il s'est laissé enfermer est de trouver ce vilain homme et de se venger. Le lendemain, à la prison de Nambaka, le surveillant vérifie la cellule 13 et constate que Jugo a disparu. Il suppose naturellement qu'il a encore essayé de s'évader, mais ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Jugo est en train de s'assoupir dans la salle de garde de nuit. Furieux, le surveillant demande une explication, et Jugo répond avec désinvolture qu'il s'est échappé parce que ses compagnons de cellule ronflent trop fort. Et comme si cela ne suffisait pas, l'idiot Yamato était occupé à s'entraîner au lieu de les surveiller. Par la suite, nous voyons les prisonniers se féliciter du fait que la nourriture de la prison de Nambaka est de loin supérieure à celle de n'importe quelle autre prison. Le cuisinier, qui est un homme très mignon malgré sa taille, écoute leurs compliments et son excitation face aux éloges de chacun le pousse à jeter du gâteau sur leur table en guise de remerciement. Après avoir profité du gros cadeau de leur patron, les détenus tombent sur un cube magique et Jugo le résout en quelques secondes, ce qui impressionne tout le monde. Ne voulant pas abandonner, un autre détenu, désireux de le surpasser, lui tend un casse-tête beaucoup plus difficile. Cependant, il la résout tout aussi facilement, laissant le challenger furieux et s'interrogeant sur ses choix de vie. Le surveillant, fatigué de leur pitrerie, les met tous au travail pour construire des meubles. Et Jugo se plaint que cette tâche est ennuyeuse, mais le surveillant lui dit d'être plus comme Nico, qui a l'air de construire un robot en bois au lieu d'un meuble, ce qui finit par exaspérer le surveillant, qui attaque immédiatement et bat Nico sans raison, et tout devient encore pire quand un autre détenu le sculpte à partir de là. Et maintenant, c'est au tour de Jugo de montrer fièrement le meuble qu'il a fabriqué. Il impressionne le surveillant pendant 2 secondes,
Mais la joie du surveillant disparaît lorsque Jugo appuie sur un bouton, révélant un tiroir qui s'ouvre automatiquement et sort, frappant le remplisseur au visage. Le superviseur n'a plus le moral et se tourne vers son assistant pour lui dire qu'ils seront dans la merde si le directeur découvre les frasques de la cellule 13. C'est à ce moment que Jugo apparaît, regardant joyeusement et disant que ce serait très embarrassant pour eux. Furieux, le superviseur lui passe les menottes et demande à son assistant de vérifier si quelqu'un d'autre s'est échappé de la cellule. Plus tard, après un court voyage, le surveillant rencontre le directeur. Il passe devant un groupe d'évadés d'un cirque, ignorant complètement ses avertissements sur le fait que le directeur est occupé. Il entre dans son bureau. Il lui remet des dossiers, ignorant qu'il s'agit d'une femme secrètement amoureuse de lui. Ils se touchent accidentellement et elle a du mal à garder son calme. C'est à ce moment-là que son gardien, qui ne sait rien, attaque le surveillant, pensant qu'il a contrarié son patron. Mais le surveillant le repousse sans difficulté et reprend son travail. Après ces bêtises, le directeur et le surveillant parlent des détenus, à commencer par Nico, le détenu 25. Il s'avère que Nico a été emprisonné pour toxicomanie et que la raison principale de son évasion était qu'il détestait les aiguilles et que, dans les autres prisons, on lui faisait des injections pour ses allergies alimentaires. À la prison de Nambaga, on lui donne des médicaments par voie orale. Ici, il reste tranquille, ce qui en fait un prisonnier facile à gérer. Ensuite, il parle du prisonnier 69. Il a été arrêté pour des émeutes de gang, mais s'est évadé de son ancienne prison parce que la nourriture y était trop mauvaise. Il a été un prisonnier normal à Nambaga, car la nourriture y est bien meilleure. Il y a aussi le prisonnier 11, qui a été arrêté pour avoir tenu un casino clandestin. Ici au Brésil, plusieurs influenceurs ont été arrêtés pour cette raison. Malgré tout, si l'un de ces bookmakers me payait bien, je ferais passer le mot, mais seulement s'il me payait avec des paquets de biscuits. En ce qui concerne le prisonnier 11, il a échappé à sa dernière arrestation parce qu'il voulait avoir un rendez-vous galant avec une fille au hasard. Ensuite, ils parlent enfin de Jugo, le détenu 15, qui est connu comme le roi des évasions. Arrêté pour vol, il s'est rapidement évadé de sa première prison le jour même de son arrivée. Lorsque le directeur lui demande pourquoi il continue à s'enfuir, le surveillant répond en souriant que c'est le hobby de ce salaud. Le lendemain, Hajime est interpellé par son assistant dépressif, qui se plaint que les prisonniers de la cellule 13 le malmènent jour et nuit, et Hajime lui dit d'être un homme et d'arrêter de pleurer. Mais l'assistant continue de parler de son horrible expérience avec les détenus. Hajime le réprimande alors, lui disant de ne pas avoir peur d'eux et de se défendre si nécessaire. Mais le pauvre homme ne peut s'empêcher de pleurer et leur raconte qu'il se moque constamment de lui, ce qui lui donne envie de quitter son travail. Hajime lui dit que démissionner n'est pas la solution et qu'il devrait être fier d'être gardien de prison. Pour l'aider, Hajime lui suggère d'utiliser les faiblesses des détenus contre eux. Il commence par le prisonnier 11, Uno, dont le principal point faible est les belles femmes, et lui donner un magazine rempli de femmes attirantes devrait l'occuper pendant un certain temps. Quant au détenu 69, Rocky, qui est obsédé par la nourriture et les combats, il suffit de lui donner un menu excitant pour l'occuper. Quant au détenu 25, Nico, le plus facile à gérer, il suffit de lui donner un anime à regarder. Enfin, le détenu 15, Jugo, est le plus difficile, car s'évader de la prison est son seul passe-temps. Pour garder Jugo sous contrôle, ils doivent gérer les autres détenus avec soin, et après avoir donné un long cours sur la façon de contrôler les détenus, Hajime retourne à son travail. Il rencontre le directeur, qui l'informe de l'arrivée d'un nouveau détenu, et lui demande de le placer dans la cellule 13. Ils discutent de l'influence que ce nouveau prisonnier pourrait avoir sur les autres et évoquent même le principe historique de Tsukumo de toujours s'enfuir après avoir été capturé. Lorsque Hajime quitte le bureau de la directrice, il rencontre son assistant, qui lui raconte avec enthousiasme comment il a réussi à occuper les prisonniers en suivant les conseils qu'il lui a donnés. Hajime lui parle alors du nouveau transfert, et bientôt les détenus de la cellule 13 entendent parler du nouvel arrivant et se demandent qui sera leur nouveau compagnon de cellule. C'est alors que Tsukumo arrive en ninja, laissant les détenus fascinés. Tous, à l'exception de Jugo, sont enthousiasmés par ses tours de ninja et lui souhaitent la bienvenue. Cependant, Jugo prétend qu'il s'agit d'un canular. En réponse, Tsukumo partage ses tactiques de ninja supérieur, mais Jugo refuse toujours de croire qu'il est un vrai ninja. Tsukumo défie alors Jugo dans une compétition d'évasion de cellules afin qu'il puisse prouver qu'il est un vrai ninja en le battant. Furieux, Jugo le jette au sol avant d'accepter la compétition. Plus tard, lorsque l'assistant vérifie les prisonniers, il l'ignore froidement, ce qui l'incite à courir vers Hajime pour se plaindre à nouveau. Pendant ce temps, Jugo et Tsukumo commencent leur compétition, Tsukumo suivant Jugo en utilisant la technique dite de l'ombre du ninja.
Les autres détenus se rassemblent pour les regarder et les encourager, et Jugo commence par briser les serrures de la porte et lancer une carte pour désactiver les pièges laser, tandis que Tsukumo le suit simplement comme un chiot sans cervelle. Bientôt, il se retrouve face à Hajime, et Tsukumo tente de démontrer ses excellentes techniques de ninja, mais elles ne font pas le poids face à Hajime, qui se contente de le frapper et de le jeter comme un cafard. Sans se laisser décourager, Tsukumo essaie des techniques encore plus inutiles. Il lance des feuilles et des lames de ninja, mais dans sa maladresse, il parvient à se piéger lui-même avec ses propres mouvements stupides de ninja. Plus tard, Hajime et son assistant analysent attentivement les images de vidéosurveillance et découvrent que Tsukumo a réussi à trouver toutes les caméras cachées et à se poser sur chacune d'entre elles, comme s'il était un grand artiste. Hajime décide de transférer ce type gênant à Saddle 11 et de mettre fin au conflit qui l'oppose à Jugo. Le lendemain, Yamato s'introduit dans la cellule 13 et annonce aux détenus que demain, c'est le réveillon du Nouvel An, et qu'il y aura des décorations et du nettoyage à faire, dont, bien sûr, les détenus sont responsables. Pendant ce temps, Hajime se rend dans le bureau de la directrice pour se laver, et celle-ci ne peut s'empêcher de l'admirer, se sentant de plus en plus mouillée. Plus tard, elle discute avec les surveillants du tournoi du Nouvel An, à la prison de Nambaka, où tout le monde défie Hajime, affirmant que sa victoire de l'année dernière n'était que le fruit du hasard. En prison, les détenus de la cellule 13 se remémorent également les événements de l'année précédente. Ils se remémorent les bons souvenirs qu'ils ont eus dans cette prison et décident de la quitter à nouveau pour marquer le début de la nouvelle année. Le lendemain, tout le monde se réunit pour écouter les annonces du tournoi du Nouvel An. L'un des surveillants lit les noms des participants et explique les règles. Les détenus et les agents de la prison de Nambaka vont se battre. Ils ont également formé des équipes, et chaque membre de l'équipe gagnante est généreusement récompensé pour sa victoire. Les gardiens reçoivent une prime, tandis que chaque détenu de l'équipe gagnante reçoit un objet de son choix. Dès qu'ils l'entendent, les détenus de la cellule 13 s'enthousiasment et courent vers Hajime, le suppliant de les accepter comme coéquipiers. Cependant, l'assistant les informe que cette décision est du ressort de la directrice. Heureusement pour eux, la directrice abuse complètement de son pouvoir et inscrit les détenus de la cellule 13 au tournoi. L'un des gardes, accompagné de son équipe, s'approche de Hajime et se moque de lui parce qu'il est pris au piège avec les détenus de la cellule 13. Les autres gardes arrivent à leur tour et se lancent dans une compétition inutile pour savoir qui est le meilleur. Cette absurdité se poursuit pendant un certain temps, offrant un divertissement gratuit aux détenus. La première épreuve est bientôt annoncée et le commentateur révèle qu'il s'agit d'un concours de calligraphie. Les détenus sont horrifiés et se tournent vers Jugo, espérant qu'il pourra les aider à passer cette épreuve. Jugo sort gracieusement son pinceau et commence, mais ils se rendent vite compte qu'il est pitoyable. Tout le monde est gêné de constater que Jugo n'est bon qu'à s'évader de prison et qu'il n'est bon à rien d'autre. Heureusement, les gardiens Yamato et Hajime impressionnent tout le monde par leur parfaite maîtrise de la calligraphie. Les détenus sont stupéfaits lorsque le superviseur les informe que les deux gardiens sont des calligraphes agréés. Grâce à Hajime, l'équipe passe à l'épreuve suivante, assurant ainsi la première victoire de la cellule 13. De là-haut, le gardien observe et se réjouit, souhaitant vivement que Hajime écrive son nom. L'annonce de la deuxième épreuve est faite. En gros, il s'agit d'une compétition de claquage de mochi et Haruma tombe. Ceux qui connaissent la culture japonaise savent de quoi il s'agit, et ceux qui ne la connaissent pas non plus. Et il semble que les équipes doivent compléter le mochi sans laisser tomber Daruma au sol, ceci étant une compétition de force et d'endurance. Yamato apporte un énorme marteau et le tend à Jugo, qui le laisse immédiatement tomber, incapable de supporter son poids. Mais Rock parvient à le soulever et accompagne Yamato pour participer. Yamato lui dit de mettre Daruma à l'écart, tandis qu'il se charge des coups. Rock affronte Liang, que je croyais être une femme, mais c'est un homme, et c'est un ancien compagnon de cellule du bâtiment 5 qui cherche à se venger. Liang sort de nulle part et frappe furieusement l'un de ses blocs, laissant Rock sous le choc. Ils s'insultent et commencent à se battre, puis Liang sort son marteau et affronte Rock, tandis que Yamato fait face à un adversaire laid et puissant. L'adversaire attaque Yamato de toutes ses forces, tandis que Liang s'en prend à Rock avec fureur, expliquant qu'il a été vaincu par Rock il y a longtemps, et que, depuis, la mission de sa vie est de s'entraîner dur et de le vaincre. Mais pour le malheur de Liang, Rock est trop occupé à rêvasser au sujet d'un four en pierre qu'il demandera comme prix s'il gagne le tournoi, ce qui perturbe tous ses amis. Ils ne comprennent pas pourquoi il demanderait une intention inutile, puisque dans cette prison, il peut avoir pratiquement tout ce qui est bien fait par le patron. Et après avoir échangé quelques coups, Rock assomme Liang d'un seul coup de poing et l'expulse du tournoi. Inspiré par cela, Yamato adopte une approche plus agressive et gagne également son combat d'un seul coup de poing, lançant son adversaire dans le ciel.
Ainsi, la cellule 13 remporte ce tour et passe au suivant. Le prochain événement est un jeu de cartes dans lequel Uno et un autre superviseur s'affrontent pour représenter la cellule 13. Avant le match, le superviseur du tour demande si Uno sera capable de se débrouiller seul ou s'il doit lui réexpliquer les règles. Ce n'était pas nécessaire et dès le début du match, le superviseur du tour fait face à son adversaire, qui le sous-estime clairement, et lorsque le superviseur qui a l'air faible mais qui est fort gagne le match, son adversaire est choqué par sa force. C'est maintenant au tour d'Uno, qui semble se débattre avec son adversaire. Il se débat pendant un moment, incapable de suivre le rythme de son coéquipier, qui se moque de lui en raison de sa lenteur, mais Uno a soudain une idée. Lorsque le chef de l'autre équipe se moque d'Uno parce qu'il n'a pas encore réussi et qu'il a l'intention de tricher, le jeu dit à cet homme qu'Uno est un génie et qu'il n'a pas besoin de tricher pour gagner. Dès qu'il dit cela, Uno change rapidement de tactique et bat son adversaire en lisant son langage corporel. L'ami de l'adversaire entre en scène et, une fois de plus, Uno surprend tout le monde en gagnant, en utilisant la même technique de lecture du langage corporel. Les adversaires se mettent en colère. Son ami tente de les calmer, mais Uno les bat à nouveau, qualifiant ainsi son équipe pour le prochain tour. Pendant ce temps, Nico rencontre quelqu'un qui semble flotter, alors qu'il est en train de prendre ses médicaments. Paniqué, il retourne en courant vers les autres, laissant ses médicaments derrière lui, et raconte l'incident à Hajime, qui ne le croit pas. La troisième épreuve est ensuite annoncée. Il s'agit d'une bataille de pions, semblable à une bataille de Beyblade, mais avec des pions surdimensionnés. Les équipes doivent placer leurs pions tournants au centre de la scène et trouver un moyen de faire tomber le pion de leur adversaire. Le commentateur annonce les équipes enceintes et leurs adversaires en faisant des commentaires sarcastiques et en insultant tout le monde. Les participants sont furieux et prêts à affronter leurs adversaires. À ce moment-là, le commentateur annonce un nouveau duo et Nico reconnaît rapidement l'un d'entre eux comme étant le gars flottant. Il tire la chemise de Hajime en lui demandant de le regarder et excité, Nico saute de son siège et pousse accidentellement Hajime au sol, tout en demandant à tout le monde de regarder attentivement l'homme flottant. Furieux, Hajime se relève rapidement et frappe Nico à la tête pour son comportement imprudent. En conséquence, Hajime et Nico sont forcés d'entrer dans le match contre leurs adversaires. Le combat commence et les adversaires s'attaquent directement à Hajime car ils savent déjà qu'il est le plus fort des deux. Nico se met en colère et les frappe tous les deux avec une boule de fer, les réprimandant pour avoir attaqué à 2 contre 1 et commence à leur faire la morale. Il retrouve le sourire lorsque l'un des adversaires, celui qui porte des lunettes, escalade le mur du tournoi et décide de faire une sieste. Nico confronte alors le type qui flotte et le supplie de lui apprendre à flotter. L'homme ne semble pas lui donner la moindre idée, mais Nico n'abandonne pas et continue à le harceler, l'appelant maître. Finalement, le combattant se lasse et propose à Nico de devenir son mentor s'il gagne. Nico s'enthousiasme et promet de faire ses preuves. Pendant ce temps, Hajime se bat contre le singe et le combat dure un certain temps, sous l'œil attentif de la directrice, qui veut même faire un combat de lutte avec Hajime, rêvant de les voir tous les deux nus, luttant sur un lit. Oui, cette directrice est follement amoureuse de lui, et chaque fois qu'elle le regarde, elle tombe encore plus amoureuse. Pendant ce temps, Hajime jette son adversaire au sol et avance. Mais le gars flottant l'attaque par derrière dans un mouvement à la Goku. Nico est complètement impressionné par son futur mentor. Et même après qu'Hajime ait jeté son adversaire, Nico continue de le féliciter, en disant que son mentor est très bon, ce qui agace beaucoup ses coéquipiers. Nico supplie le gars flottant de lui apprendre à utiliser son mouvement, et s'illustre en copiant la technique que Liang a utilisée plus tôt contre Haki. Le gars flottant est impressionné par le fait que Nico puisse copier et même perfectionner une technique simplement en la regardant pendant quelques instants. Jugo et les autres discutent de la capacité insensée de Nico à imiter parfaitement quelque chose qu'il trouve cool. Le combat se poursuit. Nico et le type flottant s'attaquent l'un l'autre, mais Nico finit par l'assommer d'un seul coup, tout en insistant pour qu'il devienne le disciple du type qu'il a vaincu. Un ami du gars flottant qui se détend au sommet dit à Nico que c'est en fait le gars flottant qui devrait devenir son disciple, puisque la seule raison pour laquelle il s'est inscrit au tournoi était de trouver un maître digne de ce nom. Nico est tout excité. Il saute de haut en bas et demande à être choisi comme mentor. Il révèle alors que s'il gagne le tournoi, il demandera une console de jeux vidéo, laissant tout le monde incrédule face à son idiotie. Pendant ce temps, Rajim poursuit son combat contre le singe qui n'arrête pas de se battre. Le singe accuse Rajim de cacher quelque chose au sujet des détenus de la cellule 13 et prétend que Rajim a menti au directeur quand il a dit qu'il n'y avait pas de problème dans la cellule 13. J'appelle ce type un singe uniquement parce qu'il a un look inspiré des singes, ce que vous comprendrez en regardant l'anime. Après avoir été accusé de dissimuler des
ces informations, Rajim devient furieux, soulève son ennemi par le col et le jette de côté, ce qui amène les autres équipes à profiter de cette distraction pour avancer l'une contre l'autre. Rajim continue de battre le singe sans pitié, tandis que le réalisateur profite de la bataille de cette belle scène pour fantasmer des scénarios romantiques avec lui. Le combat continue et Nico essaie de convaincre le gars flottant de l'accepter comme disciple. Et pendant ce temps, Rajim gagne le combat contre son adversaire et Nico gagne bientôt aussi, en imitant les mouvements de son ennemi. La cellule 13 remporte donc cette épreuve et passe à l'épreuve finale. Et Nico, après avoir tant essayé d'imiter les mouvements de son ennemi, finit par s'effondrer d'épuisement dans les bras de Rajim. Par la suite, alors que tout le monde se prépare pour l'épreuve finale, la directrice est enfermée dans son bureau, lisant secrètement un livre et rougissant abondamment. Lorsque ses gardes entrent, lui demandant de se préparer à superviser le concours, et lui arrachent le livre des mains. Et il est surpris de voir que le livre est rempli de recettes de desserts et de plats salés. Et elle le reprend rapidement et le place sur sa poitrine, prétendant qu'elle lisait seulement le livre parce qu'elle n'avait rien d'autre à faire. Mais en fait, elle apprenait à réaliser ses fantasmes non réciproques, impliquant Rajim. Peu après, elle reprend son visage froid et autoritaire et part pour le tournoi avec le garde. En chemin, ils discutent des tours précédents, racontant comment Rajim a remporté la victoire, et ils commencent à croire qu'il pourrait faire de même cette année, mais la directrice l'interrompt, déclarant que la raison de ce tournoi est de montrer la force des gardes et de rappeler aux détenus leur place, en les maintenant dans une sorte d'échec et mat. Le gardien se moque d'elle à propos de Rajim et elle devient furieuse, se jetant dans le ciel et le poursuivant. Pendant ce temps, le singe et un autre participant vaincu sont à l'hôpital et discutent de leur perte tragique. Un autre détenu mentionne une certaine personne qui peut fabriquer toutes sortes de médicaments et de remèdes. Le garçon singe se souvient de son combat contre Rajim et se demande comment ce dernier a pu le vaincre aussi facilement. Soudain, il se souvient de l'homme qui lui avait proposé une drogue pour combattre Rajim et Nico. Cependant, cela n'a pas fonctionné, car il s'avère que Nico était obsédé par les drogues dans le passé, ce qui a fini par l'immuniser contre les drogues et l'empoisonnement. De retour au tournoi, le commentateur annonce la prochaine épreuve. Le directeur félicite les derniers participants et annonce la dernière épreuve, qui est un concours d'ouverture de tonneaux de saké. L'objectif est d'ouvrir un tonneau de saké géant. Il s'agit d'une épreuve en équipe de 2, avec un gardien et un détenu par équipe. Le jeu a été littéralement imposé à Rajim par l'un de ses compagnons de cellule, tandis que Rajim désigne Yamato pour participer. Cependant, le gardien adverse n'approuve pas et défie Rajim de participer à sa place. Rajim refuse, prétextant qu'il est trop fatigué par la nuit précédente. En entendant cela, la gardienne rougit et s'adonne à nouveau à ses fantasmes sur Rajim en admirant son physique. Rajim refusant toujours de concourir, un autre garde s'approche et demande à la directrice de le forcer à participer. Elle lui jette rapidement son infâme regard de mort, mais en interne, elle est très excitée de voir Rajim en action. Et incapable de résister à son regard, Rajim finit par accepter de participer. À contre-cœur, mais il participera. Le garde aux cheveux blancs est furieux que Rajim se soit laissé convaincre si facilement par la gardienne. Il devient méfiant, se demandant si Rajim n'essaie pas de l'amadouer. Cet homme ne connaît pas les véritables sentiments de la gardienne et se met à imaginer des tas de choses absurdes. Pendant ce temps, Jugo est choqué lorsqu'il rencontre son adversaire, qui s'avère être son ancien compagnon de cellule, celui qui est obsédé par l'idée d'obtenir les menottes de Jugo. Quoi qu'il arrive, la compétition commence et tout le monde se précipite pour prendre sa place. Jugo est immédiatement arrêté par son adversaire aux cheveux orange, qui lui donne un jus de fruits. Jugo se lève avec colère et l'affronte à nouveau. Tout le monde est intrigué par le fait que ce type a les yeux couverts. Pendant ce temps, Rajim tente de partir, mais son adversaire le ramène dans le combat. Lassé de cette situation, Rajim dit qu'il peut garder le titre, car il n'est pas intéressé, mais son adversaire pense que le gardien ne l'aimera que s'il parvient à vaincre Rajim dans le tournoi. L'adversaire entraîne alors Rajim dans le combat à l'aide d'une corde, mais Rajim se relève et l'attaque à pleine vitesse. Il sort son arme et la pointe sur le gars, déclarant qu'il n'a aucun intérêt à gagner. Pendant ce temps, Jugo a du mal à se défendre contre son adversaire et le poursuit en quête de réponse. Rajim sort un autre pistolet, assommant son adversaire, qui est choqué de le voir armé. Ce que l'adversaire ne réalise pas, c'est qu'il utilise une boîte appelée Help, qui est pleine d'objets utiles pour la compétition. Le commentateur révèle la boîte et annonce que n'importe quel membre de l'une ou l'autre équipe peut utiliser son contenu pour se battre. Le type aux cheveux blancs est furieux de cette nouveauté, et Rajim en profite pour lui tirer plusieurs balles en caoutchouc. Lorsque le gars s'approche, le principal rougit et l'applaudit comme un adolescent en mal d'amour, s'évanouissant d'amour pour Rajim. Le combat se poursuit, les deux camps utilisant diverses armes, mais Rajim reste maître de la situation. Bien que tout le monde s'attende à ce qu'il gagne facilement, tout le monde est plus préoccupé par Jugo, qui se bat toujours contre son adversaire. L'ennemi de Jugo le nargue, le traitant d'inutile et disant que même un homme handicapé est plus fort que lui.
Il dit qu'il s'est arraché les yeux et les a plantés dans le dos de la personne qu'il aimait le plus pour voir comment elle était à l'intérieur et que depuis, il utilise ce bandage pour couvrir ses cicatrices. Et à mon avis, c'est un sacré mensonge. Pendant ce temps, Rajim bat son ennemi pour qu'il abandonne rapidement, mais il est le seul hétéro dans cette prison et son entêtement le pousse à se lever parce qu'il veut absolument impressionner le directeur. Il la regarde, espérant qu'elle le verra comme un homme s'il bat Rajim. L'homme le plus droit de la prison utilise alors une technique spéciale qui rend ses coups invisibles et parvient à infliger une coupure à Rajim. Le public est curieux de ce nouveau mouvement et le singe qui regarde dans les gradins se rend compte que son adversaire balance son fouet à une vitesse incroyable, ce qui le rend presque invincible et difficile à esquiver. Pendant ce temps, Jugo se fait froidement battre, tout comme mon ami sans-abri l'a été après avoir traité la femme d'un culturiste de délicieuse. Et voilà que le crâne de Jugo est presque fendu en deux, de la même façon que celui de mon ami sans-abri. Son adversaire le pousse contre le mur, menaçant de s'emparer de ses menottes. Rajim analyse la situation de loin, se demandant comment intervenir, mais le type aux cheveux blancs continue d'utiliser sa technique du fouet invisible. Mais Rajim en a assez. Il lit parfaitement le langage corporel de son ennemi et contre-attaque, lui assénant des coups précis qui le mettent à terre. La foule acclame Rajim et le directeur est particulièrement excité, prêt à atteindre l'apogée à tout moment. Pendant ce temps, Jugo continue de se battre contre le type aux cheveux orange, qui exige que Jugo lui enlève ses menottes. Mais Jugo répond que c'est presque impossible et qu'il a essayé un nombre incalculable de fois. Le type aux cheveux orange rit et dit que la seule personne qui peut les enlever est l'homme aux cicatrices. En entendant cela, Jugo devient tendu, car c'est l'homme qui a les cicatrices au cou qui a mis les menottes à Jugo. Et depuis, il n'a pas réussi à les enlever. Après avoir entendu parler de l'homme à la cicatrice, Jugo devient furieux et commence à donner des coups de poing incontrôlés. L'homme aux cheveux orange lance son attaque pyrotechnique et tout le monde attend avec impatience le résultat pour voir Jugo mis à terre. Cependant, il rassemble toute sa volonté et se relève, libérant une aura sauvage et puissante. L'homme aux cheveux orange demande pourquoi Jugo est si déterminé à traquer l'homme aux cicatrices, et Jugo traite l'homme de sacrée ordure pour avoir joué avec son corps et lui avoir mis ses entraves. Il dit qu'il ne lui pardonnera jamais et qu'il le détruira dès qu'il en aura l'occasion. Alors que le tournoi se déroule, Tsukumo est laissé seul dans sa cellule lorsque Yamato arrive pour l'escorter jusqu'au parloir avant de retourner au tournoi. Tsukumo est surpris que quelqu'un veuille lui rendre visite. Cependant, en découvrant son visiteur, Tsukumo tente de partir immédiatement. Mais l'homme l'arrête et lui demande comment vont les choses. Tsukumo s'assoit et demande comment le visiteur l'a trouvé. L'homme rit et révèle qu'il n'a pas eu de problème, car il est le manager de Tsukumo. Il découvre que Tsukumo a été secrètement arrêté et transféré, mais que pour dissimuler sa disparition, il a inventé une histoire qui a trompé tout le monde. Tsukumo dit qu'il devrait être renvoyé pour cela, mais le directeur refuse, insistant sur le fait que Tsukumo ne devrait pas être en prison. Le directeur s'enthousiasme alors, s'exclamant que puisque tout le monde pense que Tsukumo a disparu lorsqu'il sortira de prison, il attirera beaucoup d'attention et recevra de nombreuses offres d'emploi. Tsukumo, cependant, lui dit qu'il ne mentira pas au monde et qu'il n'est plus une star, suggérant que le manager devrait chercher quelqu'un d'autre. Le directeur se fâche et dit qu'il a eu du mal à le trouver et qu'il a besoin qu'il reprenne rapidement le travail. Pendant ce temps, Jugo, qui vient de s'échapper du tournoi, trouve un joli chaton noir et le prend dans ses bras pour jouer avec lui. Il dit que le chaton est le seul garde avec lequel il ne doit pas se frotter. Il entend alors la voix de Tsukumo et se faufile pour écouter. Il finit par entendre Tsukumo parler à son manager. Furieux, Tsukumo accuse son manager et tous les autres d'être des kidnappeurs et de le tromper, affirmant que c'est eux qui devraient être en prison, et non lui. Il accuse son directeur d'avoir aidé un réalisateur qui lui a volé toute sa vie. Ce réalisateur était en fait la mère de Tsukumo, qu'il méprise profondément. Tsukumo se souvient de l'époque où sa mère voulait réaliser un film de ninja, mais le directeur ne croyait pas au potentiel d'un tel film, car il existait déjà de nombreux films de ninja. Cependant, elle a insisté sur le fait qu'elle ferait les choses différemment, en utilisant un vrai ninja comme protagoniste, et pas seulement un acteur ordinaire. Elle a emmené Tsukumo dans les profondeurs de la forêt à la recherche de vrais ninjas, et a fini par trouver des signes de leur présence. Là, le jeune Tsukumo s'entraînait en secret à devenir un guerrier shinobi pour pouvoir se protéger. Lorsque sa mère et le directeur s'approchèrent de lui, ils lui demandèrent où se trouvaient les autres guerriers, mais Tsukumo refusa de leur révéler quoi que ce soit. Le petit Tsukumo se mit alors à pleurer, expliquant qu'il n'était pas encore un shinobi et qu'il avait été abandonné par les autres. Il s'entraînait dans les montagnes pour devenir plus fort et rejoindre un jour les autres guerriers, mais il repoussa ses mains et sauta en arrière. Au lieu de s'énerver, elle lui demanda depuis combien de temps il avait quitté son village, et il lui dit que ses parents étaient repartis depuis si longtemps qu'il se souvenait à peine d'eux, croyant qu'ils avaient disparu
parce qu'il ne valait rien. Il a promis de devenir plus fort pour pouvoir retrouver ses parents un jour. À ce moment-là, sa mère l'a pris dans ses bras, pleurant en lui révélant qu'elle était vraiment sa mère. Tsukumo l'a cru, surtout lorsqu'elle lui a promis de ne plus jamais l'abandonner. Mais ce n'était qu'un mensonge. Elle voulait seulement l'utiliser pour satisfaire son désir égoïste de réaliser un film de ninja. Désireux de lui plaire, Tsukumo s'entraîne durement pour devenir non pas un shinobi, mais un acteur. Sa mère a continué cette mascarade, le préparant à devenir un acteur. Maintenant que Tsukumo connaît la vérité, il la déteste profondément. Le directeur demande quel est le problème, qu'elles aient menti ou non. Après tout, Tsukumo a connu la gloire et le succès. Il devrait lui être reconnaissant de l'avoir élevé, affirme le directeur. Mais Tsukumo refuse, disant qu'il aurait dû devenir un shinobi. Le manager répond que Tsukumo n'a jamais été bon en tant que shinobi, mais qu'il avait un talent naturel pour la comédie, ce qu'ils ont remarqué très tôt, et c'est pourquoi ils l'ont pris en charge pour en faire une star de cinéma. Le manager poursuit en disant à Tsukumo d'être reconnaissant pour la vie qu'il a, avec beaucoup d'argent, de célébrité et de luxe. Mais Tsukumo rejette tout cela, disant qu'il est parfaitement bien en prison. Agacé, il sort en courant et trouve Jugo assis dehors avec le chaton. Jugo s'excuse d'avoir écouté aux portes et le taquine sur son visage, disant qu'il a maintenant enlevé son masque de ninja. Jugo lui demande alors quelle est sa vraie nature, et Tsukumo lui avoue que s'il aimait jouer la comédie, le fait de se faire passer pour quelqu'un d'autre le rendait populaire, mais pas pour ce qu'il était vraiment, révélant que son rêve actuel est de devenir un ninja. Jugo écoute tout cela en caressant le chaton, et Tsukumo lui dit qu'il n'était rien de plus qu'un simple outil pour satisfaire les fantasmes du public, et qu'il ne voulait plus être à la hauteur de ce que voulait sa mère. Lorsqu'il s'en est rendu compte, il s'est enfui et a travaillé dur depuis pour devenir un ninja, mais ses talents de ninja se sont révélés inutiles, ce dont les détenus se sont rapidement rendus compte. Mais comme il n'était pas un mauvais acteur, il a réussi à maintenir l'entreprise pendant longtemps. Tsukumo révèle ensuite à Jugo la véritable raison de son arrestation. Après s'être échappé, il est retourné au village pour reprendre son entraînement de shinobi et retrouver les autres. Mais il est entré dans une propriété privée et a été arrêté pour violation de propriété. Il pensait que jouer le rôle d'un prisonnier évadé serait amusant, mais cela a conduit à l'arrestation de Lambaka. Jugo trouve cette histoire hilarante et stupide et demande à Tsukumo s'il a l'intention de partir bientôt, mais Tsukumo répond par la négative. Il révèle qu'il se sent bien ici, où il peut être lui-même. Jugo lui donne quelques conseils, lui disant qu'il n'a pas besoin de se montrer à qui que ce soit en prison, et qu'ici, il peut être lui-même. Après cela, nous retournons au tournoi, où Jugo devient très en colère après avoir entendu parler de l'homme balafré qui lui a passé les menottes. Sa rage déclenche une transformation. Ses menottes fusionnent avec son corps et il attaque l'homme aux cheveux orange, détruisant la moitié de l'arène. Le directeur ordonne de limiter les dégâts, tandis que de nombreuses personnes s'enfuient, paniquées. Les gens sont choqués par la transformation soudaine de Jugo et par la destruction insensée qu'il a causée. Jugo, encore plus furieux, lance une nouvelle attaque sur l'homme aux cheveux orange, qui parvient à se défendre et à se battre. La directrice se demande si la transformation de Jugo est liée aux menottes, supposant qu'elle pourrait le transformer en surhomme. Ne sachant pas comment gérer la situation, elle ordonne aux gardes de capturer les deux détenus. Hajime et les autres se joignent à eux pour suivre ses ordres, mais l'homme aux cheveux orange leur lance une boule de feu et continue de se battre contre Jugo. Jugo exige que l'homme aux cheveux orange lui révèle des informations sur l'homme à la cicatrice, menaçant de lui arracher les bras et les jambes et de les lui enfoncer dans le derrière. Mais l'homme aux cheveux orange refuse de faire ce que veut Jugo, disant qu'il n'est pas encore assez fort pour le vaincre. Il emprisonne Jugo dans un cercle de feu, menaçant de le brûler vif pour enfin lui arracher ses chaînes. L'un des surveillants ordonne à tout le monde d'évacuer la zone, car le combat devient de plus en plus dangereux. Cependant, les autres détenus de la cellule 13 refusent de partir, se cachant à proximité par crainte pour Jugo. Yamato leur explique que Jugo a perdu le contrôle de lui-même et qu'il peut attaquer à la fois les gardiens et les autres détenus, mais ils continuent de regarder, inquiets, se demandant comment ils peuvent aider. Alors que la bataille se poursuit, un autre garde entre en scène, exigeant que les deux détenus se rendent. Mais le gars aux cheveux orange le traite d'idiot et lui dit de se taire. Il lance une énorme boule de feu sur le garde, mais les autres gardes unissent leurs forces pour dévier l'attaque. Les gardiens se battent un peu entre eux, mais parviennent à avancer pour tenter de capturer les détenus. Oui, ils unissent leurs forces, encerclent le type aux cheveux orange, et en réponse, ils lancent une nouvelle attaque de feu. Les gardes esquivent à nouveau, notant qu'il a besoin d'un peu de temps pour pouvoir lancer d'autres attaques de feu. Et lorsqu'il attaque à nouveau, le singe le coince et les gardes combinent leurs armes pour finalement l'abattre. Jugo est le seul à rester debout. Hajime le poursuit en tirant des coups de feu, mais les balles ne blessent pas Jugo. Les deux semblent se battre à armes égales et, incapable de voir son ami en danger, Uno descend de sa cachette et court vers la bataille. Les autres se joignent à lui pour tenter de maîtriser Jugo. Rock saisit Jugo,
tandis que les autres tentent de le calmer. Mais Jugo se libère et le jette de côté, tout en continuant à demander où se trouve le garde balafré. Ses amis, confus, se demandent de qui parle Jugo, mais continuent à essayer de le retenir. Une fois de plus, Jugo les renverse, et Uno le supplie de reprendre ses esprits et de se rappeler qui il est en s'approchant de lui. À ce moment-là, Hajime intervient pour sauver Uno et lui dire de reculer. Il frappe Jugo à l'estomac, le faisant tomber en sang. Hajime ne s'arrête pas, enchaînant les coups de poing, tandis que sa cible reste là, impuissante. Soudain, la directrice crie à Hajime d'arrêter et celui-ci relâche immédiatement l'homme. Elle ordonne aux gardes d'appeler les médecins et annonce que le tournoi du Nouvel An est enfin terminé. Quelques jours plus tard, Hajime est réprimandé pour avoir réagi de façon excessive et battu Jugo trop fort, alors qu'il avait seulement reçu l'ordre de le capturer. Hajime s'en débarrasse en disant que tout le monde réagit de façon excessive, mais il l'accuse d'avoir mis Jugo dans un état critique et d'avoir gâché le tournoi. Après d'autres réprimandes, Hajime tourne le dos et se dirige vers la cellule 13. Lors de la conclusion du tournoi, Yamato et Hajime ont brisé le service et se sont déclarés vainqueurs, ce qui a choqué tout le monde. Lorsque Hajime retourne dans la cellule 13, Uno lui jette des objets à la figure avec colère, exigeant de savoir à quoi il pensait lorsqu'il a vaincu Jugo avec tant de violence. Tout le monde est furieux contre Hajime, surtout Uno. Il se regarde fixement, et Uno accuse Hajime d'être prêt à tuer pour son travail. Hajime admet que c'est vrai, mais reconnaît aussi qu'il est allé trop loin cette fois-ci. En entendant cela, Uno se calme un peu et dit à Hajime que bien que Jugo soit nul dans la plupart des domaines comme la calligraphie, les mathématiques et le sport, il est exceptionnellement doué pour s'évader de prison. C'est la seule chose dans laquelle il excelle. Il partage de bons souvenirs de Jugo et insiste sur le fait qu'il n'est pas un monstre et qu'il se soucie vraiment de tout le monde. Il demande à Hajime où se trouve Jugo, mais celui-ci part sans répondre. Dehors, Hajime s'assoit pour se reposer. Lorsqu'un des gardes commentateurs s'approche, il lui remet un message privé du directeur, que le garde lit à haute voix, disant que Hajime est suspendu pour 3 jours. Le garde se moque de lui, tandis que Hajime baisse la tête de honte. 3 jours plus tard, Hajime retourne au travail et demande à son assistant s'il y a eu des problèmes avec les détenus de la cellule 13. L'assistant lui répond qu'étonnamment, les détenus se sont très bien comportés en son absence. Ils n'ont pas essayé de s'échapper une seule fois. Alors que Hajime marche, le garde aux cheveux blancs s'approche de lui et l'informe que Jugo s'est réveillé. Hajime lui répond qu'il allait le voir. Ils échangent un regard, s'accusant mutuellement de laisser leurs détenus se déchaîner et causer des dégâts. Hajime fait remarquer que le type aux cheveux orange a causé bien plus de dégâts avec ses attaques de feu que Jugo. Et les autres gardes informent Hajime que le détenu aux cheveux orange est enchaîné dans un autre bâtiment, refusant de parler à moins qu'il ne puisse parler à Jugo. Hajime se moque de ce fait, déclarant que le type aux cheveux orange a clairement plus qu'une conversation amicale en cours. Mais les gardes expliquent que permettre à ces deux-là de parler pourrait les aider à découvrir l'origine de leur pouvoir. Un garde donne son téléphone portable à Hajime, suggérant qu'il laisse au moins les 2 détenus parler au téléphone. Hajime se moque du garde pour avoir reçu des ordres d'un des prisonniers. Mais le garde insiste sur le fait qu'ils n'ont pas le choix s'ils veulent obtenir plus d'informations, car ces 2 détenus sont trop violents pour être ignorés. Plus tard, le gardien aux cheveux blancs rend visite à son détenu, lui demandant s'il se sent bien dans sa cellule. Le détenu répond que si sa cellule était plus sombre, il s'en plaindrait. Le gardien, perplexe, lui demande comment il le sait, puisqu'il est malvoyant. Et le détenu répond simplement qu'il s'agit d'une intuition et demande à parler à Jugo. Pendant ce temps, Jugo est détenu dans une situation similaire et Hajime va à sa rencontre. Hajime pose son téléphone sur le sol devant Jugo et passe à la séquence de la caméra de sécurité, demandant si Jugo veut être libéré de ses chaînes. Cela attire l'attention de Jugo, qui était resté silencieux jusque-là. Jugo répond que ce n'est pas nécessaire, mais Hajime allume le téléphone, informant Jugo que le détenu aux cheveux orange est sur l'autre ligne. L'homme aux cheveux orange commence à parler de l'homme aux cicatrices dans le cou, révélant qu'il est également à la recherche du même homme. Il voulait savoir ce que Jugo savait sur l'homme aux cicatrices avant de passer à l'étape suivante. Il demande à Jugo s'il a une idée de l'endroit où se trouve l'homme ou de ce qu'il a fait ces derniers temps. En réponse, Jugo ferme les yeux et admet qu'il ne sait pas lui-même, révélant qu'il espérait obtenir cette information de l'homme aux cheveux orange. Jugo explique que c'est l'homme à la cicatrice qui l'a menotté, mais qu'il ne sait rien de lui. L'homme aux cheveux orange demande si la seule raison du jeu est d'enlever ses menottes, ce que confirme Jugo. Mais l'autre détenu ne le croit pas et se met à rire bruyamment. Jugo, ne comprenant rien, demande pourquoi l'homme aux cheveux orange est si obsédé par ses menottes. Et le détenu aux cheveux orange explique que les menottes elles-mêmes n'ont aucune signification pour lui, disant qu'elles ne sont qu'un moyen d'arriver à ses fins. Elles l'aideraient à se rapprocher de l'homme balafré pour pouvoir enfin le tuer. Surpris, Jugo lui demande pourquoi il en arrive à de telles extrémités. Et le détenu aux cheveux orange lui explique que, comme dans le jeu, l'homme à la cicatrice dans le cou l'a fait souffrir, mais beaucoup plus longtemps.
beaucoup plus douloureusement. Il poursuit en décrivant comment il a beaucoup souffert, luttant constamment pour comprendre son pouvoir. Un jour, un homme à la cicatrice est apparu, se présentant comme un scientifique. Celui-ci promet de mettre fin aux souffrances du détenu aux cheveux orange. Mais c'est loin d'être le cas. Au lieu de cela, le scientifique a exploité son physique et ses pouvoirs uniques pour ses propres expériences. Jugo, confuse, demande comment cela est possible, étant donné que ses pouvoirs de feu semblent être au-delà de la science. Le détenu aux cheveux orange réplique en disant au jeu de penser que ses propres chaînes sont également au-delà de la science. Il poursuit en expliquant que, bien qu'il ait été considéré comme un monstre en raison de ses étranges capacités, le scientifique l'a transformé en un véritable monstre. L'homme l'a modifié pour qu'il puisse contrôler ses capacités de feu, au lieu de le guérir et d'en faire un être humain normal. Dans un accès de rage et de frustration, le détenu aux cheveux orange a tenté de tuer le scientifique avec ses flammes, mais l'homme a facilement coupé son feu et l'a gravement blessé en retour. Jugo demande alors si l'homme à la cicatrice avait aussi des menottes comme les siennes, et le détenu aux cheveux orange confirme en disant que les menottes du scientifique se sont transformées en lames, tout comme celles de Jugo. Furieux, Jugo comprend enfin pourquoi l'homme aux cheveux orange voulait ses menottes, car ce n'est qu'avec elles qu'il pourrait égaler la puissance du scientifique et le tuer. Le détenu aux cheveux orange confirme le fait et demande à nouveau les menottes du jeu, mais Jugo refuse en lui disant que c'est une mauvaise idée. Le prisonnier, cependant, n'y voit pas d'inconvénient, car cela lui donne l'occasion de se venger. Il révèle alors qu'il ne peut plus utiliser sa puissance de feu, car les médecins lui ont implanté quelque chose à l'intérieur, comme une puce informatique qui supprime son pouvoir, et qu'il ne peut donc pas utiliser sa puissance de feu pour s'échapper de la prison de Nambaka. À la fin de l'appel, Jugo traite l'homme aux cheveux orange d'idiot, mais Hajime l'interrompt en disant que Jugo est encore plus idiot. Il réprimande Jugo, disant qu'il est vide à l'intérieur et qu'il n'a pas de but dans la vie. Même son passe-temps, qui consiste à s'évader des prisons, n'a plus aucun sens. Hajime poursuit en soulignant que si Jugo avait un réel désir ou un motif, il aurait découvert pourquoi l'homme aux cheveux orange lui a raconté toute son histoire, même si la raconter semble maintenant inutile. Lorsque Jugo est arrivé à la prison de Nambaka, il avait pour objectif de s'évader, mais il ne s'y est jamais vraiment engagé, car il avait peur de ce qui se passerait s'il s'évadait réellement de cette prison. C'est pourquoi il continue à prolonger ses efforts pour s'évader. Jugo essaie d'argumenter, mais Hajime lui dit qu'au fond de lui, il est terrifié. Il sait qu'il se rapproche de sa cible, le scientifique, et s'il voulait vraiment le retrouver, il serait parti à la recherche d'informations, au lieu de traîner en prison. N'ayant pas le choix, Jugo finit par accepter, maudissant ses chaînes et repensant à son enfance. À l'époque, il n'a jamais aimé ou voulu quoi que ce soit dans la vie, il se contentait d'exister. Il se rend également compte qu'il ne s'intéressait pas au tournoi et qu'il n'y participait que parce que les autres y participaient. Il n'a jamais eu d'intérêt ou de passe-temps, mais lorsque les chaînes lui ont été imposées pour la première fois, il a eu une raison de trouver le scientifique. Mais c'était avant qu'il ne se rende compte que ces menottes ne servaient qu'à lui donner du pouvoir. Il pense alors à ses amis et à leur but. Ils aiment les choses les plus simples et ont un véritable but dans leur vie. Jugo avoue être jaloux d'eux. Mais malgré cela, il s'amuse avec eux, et c'est pourquoi il n'a jamais cherché à s'enfuir. Aujourd'hui, il craint que ses amis ne le rejettent après avoir vu le monstre qu'il est devenu. Il a des remords de les avoir blessés et envisage même de leur couper les membres. Mais Hajime le traite d'idiot et lui dit que se cacher de la situation ne résoudra rien. Il demande à Jugo pourquoi il est venu à Nambaka. Et au début, Jugo dit qu'il est venu chercher le scientifique, mais il se rend compte qu'il s'est menti à lui-même. Contrarié, il hurle et demande à Hajime ce qu'il doit faire. Hajime lui dit que puisqu'ils ont gagné le tournoi, Jugo peut demander ce qu'il veut comme prix, mais qu'il doit se décider rapidement. Soudain, Jugo se souvient de ce que ses amis voulaient, de leurs désirs et des choses qu'ils aimaient. Il comprend enfin qu'ils n'étaient pas vraiment heureux avant et qu'ils se nourrissaient simplement de leur bonheur. Il dit alors à Hajime ce qu'il veut, une chance. Hajime accepte, disant que Jugo sera pardonné pour ses actions pendant le tournoi et qu'il pourra retourner à Cella 13. Après cela, nous découvrons ce qui s'est passé pendant les 3 jours où Hajime a été suspendu. Tous les employés de Cella 13 ont été choqués d'apprendre qu'il n'était plus leur supérieur. C'est le gardien aux cheveux blancs, Kinshiro, qui a pris la relève. Même les autres gardes sont surpris par ce changement, car le directeur tient absolument à ce que les choses changent. Kinshiro était le plus contrarié par la situation, car il ne pouvait pas désobéir aux ordres du directeur. Il commença à contre-cœur à assumer son nouveau rôle et effectua déjà plusieurs contrôles dans la cellule 13. Il informe également les détenus de l'évolution de Jugo, expliquant que ce dernier est soigné dans un établissement spécial et qu'il n'a pas le droit de recevoir de visiteurs pour le moment. Les détenus furent également surpris de retrouver les mêmes hommes que ceux qu'ils avaient vaincus
lors du tournoi. Cependant, ils sont intrigués de voir les garçons agir comme s'ils étaient gravement blessés, alors qu'ils n'ont que des blessures mineures. Curieux, les détenus ont interrogé le médecin sur l'état des garçons, qui leur a répondu qu'ils devaient attendre leur tour. On leur a également dit que Nico pourrait souffrir énormément à cause de tout ce qu'il avait fait pendant le tournoi. On leur explique alors que la capacité de Nico à imiter les autres pourrait avoir causé une sorte d'infection. À ce moment-là, une infirmière robot nommée Kaguya est entrée, ce qui a fait que Jugo et Rocky sont immédiatement tombés amoureux d'elle. Ils ont commencé à la harceler pour qu'elle sorte avec eux, tandis que Nico, toujours aussi pervers, lui demandait s'il pouvait dormir sur ses genoux. Le trio ne respecte pas la pauvre infirmière robot, la harcelant sans cesse. Au deuxième jour de suspension, les choses se sont encore aggravées. Un inquiétant gardien aux cheveux roux a été désigné comme superviseur. L'ambiance s'assombrit et les détenus parlent de la façon dont l'absence de Jugo les a affectés. Pour tenter de se remonter le moral, ils décident de créer un faux Jugo en dessinant sa tête sur un journal. Et le superviseur, qui en avait assez de leur pitrerie, a décidé de leur donner une leçon sur le plan de Nambaka. Il leur dessine un plan complet et parfait et leur montre des photos des installations de la prison. C'est alors qu'ils découvrent qu'il y a même une salle de cinéma dans la prison, mais qu'elle est à l'usage exclusif des gardiens, ce qui anéantit complètement les espoirs de Nico. Le surveillant a expliqué que les détenus étaient regroupés en fonction de leurs crimes, de leurs caractéristiques et de leurs aptitudes, et qu'ils étaient finalement affectés aux gardiens qui les gérèrent le mieux. Pendant ce temps, Uno décide de faire une sieste en jouant au faux jeu, ce qui met en colère le nouveau surveillant, qui lui donne un coup de pied aux fesses. Le superviseur a alors décidé de détruire les points de tout le monde. Rock et Nico ont reçu des 9 et des 10, mais Uno n'a reçu que des 2. Furieux, Uno se dispute avec le surveillant. À ce moment-là, l'assistant arrive, curieux du bruit, mais les détenus sont également grossiers avec lui. Pendant ce temps, malgré sa suspension, Hajime continue à travailler sur des documents, ce qui inquiète sa sœur qui trouve qu'il travaille trop, même s'il est suspendu. Le troisième et dernier jour de sa suspension, un nouveau surveillant, un gardien ressemblant à un singe, a été nommé responsable. Il a interrogé l'assistant sur le comportement des détenus et a été satisfait de la réponse. Cependant, lorsqu'il a vérifié la cellule 13, il a constaté que les détenus dormaient. Furieux, il leur cria dessus, les traitant de paresseux et craignant d'être entraînés dans l'une des séances d'entraînement intense de Yamato, les détenus sautèrent rapidement du lit et se cachèrent. Mais Yamato les trouva bientôt et essaya de les persuader de participer à sa séance d'entraînement. Les détenus commencent à craindre pour leur vie, mais Tsukumo se joint néanmoins à lui avec enthousiasme et parle de l'importance de l'entraînement pour devenir un ninja, ce qui réjouit Yamato. Les détenus qui voulaient à tout prix éviter l'entraînement commencèrent à trouver des excuses, allant même jusqu'à prétendre que Jugo avait contracté une longue maladie inexprimable. Ils se sont rassemblés autour du faux Jugo, lui présentant leurs fausses condoléances, comme s'il était déjà mort. L'actuel superviseur commença à se méfier de leur comportement, et lorsque Rock tenta de trouver une autre excuse, le superviseur ordonna à Yamato de l'emmener. Le superviseur a également réfléchi à la performance de Jugo pendant le tournoi et a décidé qu'il était temps pour tout le monde de partir. Mais Uno se cacha derrière Nico en signe de défi. Le superviseur hésite, ne voulant pas mettre Nico en colère et provoquer un autre débordement comme celui du tournoi qui l'obligerait à écrire des excuses aux officiers. Rock, sentant la tension, révéla que Nico avait pris ses médicaments ce jour-là, assurant le superviseur qu'il se comporterait normalement. Cependant, Rock voulait toujours qu'Uno et Nico le rejoignent dans son destin. Yamato a alors forcé les autres détenus à subir un entraînement intense, jusqu'à ce qu'ils soient presque épuisés. Les 3 jours de suspension de Hajime se sont donc écoulés et nous sommes revenus au présent. Jugo fut enfin libéré de son enfermement et apprécia le ciel bleu clair après tant de temps. Hajime le ramena au bâtiment 13 et, en chemin, Jugo demanda pourquoi le détenu aux cheveux orange lui avait dit toutes ces choses. Hajime avoua qu'il ne le savait pas, mais qu'il avait une bonne idée. L'homme aux cheveux orange voulait que Jugo s'en prenne aux scientifiques. Après tout, il avait perdu ses pouvoirs de feu. Il ne pouvait donc plus se venger et il voulait que Jugo soit celui qui le fasse. Hajime ajoute que le scientifique a probablement mis les chaînes à Jugo afin de les perfectionner pour son propre usage, traitant Jugo comme un simple cobaye. Lorsque Jugo retourne enfin dans sa cellule, tout le monde est heureux de le voir, à l'exception d'Uno, qui est contrarié que Jugo les ait quittés. Cependant, il se calma peu après. Les détenus ont rapidement mis Jugo au courant de tout ce qui s'était passé au cours des 3 derniers jours, et Jugo a ressenti une grande vague de remords. Il s'est excusé auprès d'eux d'avoir perdu le contrôle et d'avoir fait beaucoup de bêtises pendant le tournoi. Il s'est dit désolé pour toute la peine qu'il leur avait causée, et à un moment de la nuit, Rocky s'est réveillé d'un cauchemar troublant sur son passé. Mais malgré tout, il a assuré à Jugo qu'il allait parfaitement bien.
Il a également expliqué qu'il était particulièrement excité parce que c'était aujourd'hui qu'il allait enfin recevoir son prix tant convoité, le fameux four en pierre, qu'il avait demandé en récompense de sa récente victoire au tournoi. Pendant ce temps, dans une autre partie de la prison, Flotter et Liang étaient occupés dans leur cellule, s'entraînant et discutant des derniers développements. Leur conversation est interrompue par l'apparition du superviseur Inori. Elle les escorte hors du bâtiment et les conduit au bâtiment 13. Inori leur explique que Rocky a demandé à les voir et qu'à leur arrivée dans le nouveau bâtiment, Rocky les a accueillis et leur a offert leur première part de pizza fraîchement cuite dans le four en pierre qu'il vient d'acquérir. Il s'empresse de partager la pizza avec tout le monde. Alors que les autres mangent, Liang est d'abord hésitant, mais grâce aux encouragements des détenus de la cellule 13, il finit par céder et mange une part. À sa grande surprise, Liang trouve la pizza incroyablement délicieuse et l'apprécie bien plus que ce à quoi tout le monde s'attendait. Rocky profite de l'occasion pour expliquer les avantages de l'utilisation d'un four en pierre pour cuisiner. Et les autres, y compris Yamato et Jugo, expriment leur appréciation pour la nourriture fantastique qu'il a préparée. La pizza au four à pierre peut apporter un sentiment de chaleur et de satisfaction à quiconque la goûte. Rocky ne s'arrête pas là et propose également à Liang de la nourriture chinoise traditionnelle, ce qui déclenche une soudaine vague de nostalgie chez Liang. Les saveurs lui rappellent sa maison, et il commence à réaliser qu'il n'avait jamais pris le temps d'apprécier ses repas ou quoi que ce soit d'autre dans sa vie avant ce moment. Touché par la gentillesse qui lui est témoignée, Liang admet enfin à quel point tout cela compte pour lui, et profite même de l'occasion pour s'excuser auprès de Rocky d'avoir été si distant et si froid par le passé. Rocky accepte ses excuses et souligne l'importance d'apprécier la nourriture que nous avons. Une leçon qui trouve un écho chez toutes les personnes présentes. Liang remercie Rocky une fois de plus, avant de retourner dans son bâtiment, se sentant désormais plus proche de ses codétenus. Après le départ de Liang, Jugo réfléchit à la façon dont Rocky semble avoir changé récemment. Il remarque que le changement de Rocky est subtil, mais qu'il est tout à fait perceptible qu'il a changé pour le mieux. Cette réflexion amène Rocky à se souvenir de son propre passé violent, en particulier des abus qu'il a subis de la part de gardiens cruels dans une ancienne prison. Il se souvient que Jugo l'a vu sortir de ce terrible endroit et lui a offert un repas qu'il a mangé à satiété, ce qu'il n'avait pas connu depuis longtemps, et qui lui a procuré un immense bonheur. Jugo, quant à lui, ne se souvient pas avoir fait quoi que ce soit de particulièrement significatif pour Rocky, mais Rocky se contente de hausser les épaules avec un sourire, assurant à Jugo qu'il a fait plus pour lui qu'il ne le pense. Rocky ajoute ensuite qu'un jour, ils trouveront aussi le plat préféré de Jugo, ce qui laisse présager un avenir radieux et heureux. Pendant ce temps, dans une autre partie de la prison, Nico subit un examen médical comme chaque semaine. Il est allongé, se sentant seul, triste et isolé. Son expression misérable suffit à inquiéter même l'infirmière robot qui s'occupe de lui. Remarquant la tristesse de Nico, Uno lui propose de lui apporter des restes de nourriture. Uno, Jugo et Rocky se rendent à l'infirmerie pour rendre visite à Nico, et le médecin de la prison les avertit qu'ils ne doivent pas laisser Nico se surmener. L'humeur de Nico continue de baisser, ce qu'Uno et Rocky attribuent en plaisantant à sa femme, Kazari. Leurs soupçons s'avèrent exacts lorsque Kazari traverse le mur de l'hôpital, entre dans la chambre et commence immédiatement à se disputer avec Nico devant l'infirmière robot. Malgré la dispute, l'infirmière robot parvient à calmer le couple. Kazari informe ensuite Nico que sa console de jeu est prête, ce qui suscite son intérêt. Cependant, au lieu d'une simple console de jeu, Kazari révèle qu'une salle d'arcade entière a été aménagée pour lui, à la grande joie et à l'excitation de Nico. Il la remercie abondamment, mais elle a l'air vide, comme si ce n'était pas grave. Kazari demande alors à l'assistante pourquoi tous les autres détenus sont présents, notant que la salle d'arcade était censée être le prix de Nico. L'assistante explique que les autres détenus étaient tellement excités et voulaient voir le prix de Nico par eux-mêmes qu'ils n'ont pas pu résister à l'envie de se joindre à eux. Nico, très excité, commence à jouer aux différents jeux d'arcade de la pièce et, à un moment donné, il demande à Hajime et à l'assistant d'appeler un homme flottant, car il est impatient de partager l'expérience avec lui aussi. Plus tard, l'homme flottant arrive, visiblement irrité par la convocation, mais il change rapidement d'humeur. Pendant ce temps, Hajime et le singe entrent dans une compétition mesquine, chacun se vantant de ses propres détenus, et ils se lancent dans un concours pour savoir qui est le meilleur. Pendant ce temps, les détenus des cellules 3 et 8 continuent de s'amuser avec divers jeux d'arcade. Dans une autre partie de la salle d'arcade, le gardien commentateur tente de convaincre le jeu de se joindre à la fête. Nico finit par attirer le jeu vers un jeu de grue, où Ono montre comment jouer, gagnant une poupée du jeu et la lui donnant. Le jeu, quelque peu déconcerté, accepte le cadeau. Le gars flottant se laisse également convaincre de jouer,
Et bien qu'il perde au début et soit frustré, son humeur change lorsqu'il finit par gagner une poupée, ce qui le rend tout à fait heureux. À la fin de la journée, Nico reçoit la console de jeu qui lui avait été promise, mais Nico, curieusement, la refuse. Il explique qu'il préfère de loin avoir une grande salle d'arcade pour jouer avec ses amis plutôt qu'une simple console. Tout en discutant, Nico raconte que le jeu lui a fait découvrir la culture japonaise, en particulier les mangas et les jeux vidéo, ce qui a complètement changé sa vision de la vie. Cette révélation surprend le jeu, car il ne se souvient pas avoir fait quoi que ce soit de particulier. Mais Nico lui assure que cela a changé sa vie. Le jeu exprime à son tour son intérêt pour les jeux vidéo et demande à Nico de lui apprendre à jouer. Pendant ce temps, à l'extérieur de la salle d'arcade, le jeu voit l'homme aux cheveux orange se diriger vers un endroit avec Kenichi. Il l'arrête rapidement, mais le jeu intervient, insistant sur le fait que l'homme aux cheveux orange n'est plus une menace depuis qu'il a perdu ses pouvoirs de feu. Malgré ce que dit le jeu, Ono reste prudent et insiste sur le fait que l'homme aux cheveux orange doit s'excuser pour ses actions passées. Lorsque l'homme aux cheveux orange s'excuse, Ono lui pardonne immédiatement et l'invite à rejoindre tout le monde dans la salle d'arcade. Kenichi accepte de laisser l'homme aux cheveux orange visiter la salle d'arcade à condition qu'il révèle plus de détails sur son passé, laissant la porte ouverte à d'autres révélations à l'avenir. L'homme aux cheveux orange accepte de parler de son passé à Kenichi, en échange de la possibilité de passer du temps avec les autres dans la salle d'arcade. Il commence son récit en expliquant que depuis sa naissance, il était différent des autres. Il avait une température corporelle anormalement élevée, bien supérieure à la moyenne. Au début, ses parents lui ont dit que c'était quelque chose de très spécial, que sa chaleur venait du soleil et que c'était un don. Ils lui ont assuré qu'il était le seul à avoir cette capacité et qu'elle était très spéciale. Cependant, à mesure qu'il grandissait, la chaleur qui régnait en lui devenait écrasante et il ne pouvait pas la contrôler. Il a fini par avoir l'impression que son corps brûlait de l'intérieur. Bien qu'il ait subi de nombreux examens médicaux, son état n'a fait qu'empirer. L'absence de solution de la part des médecins le rend anxieux et, au fil du temps, il commence à souffrir de cauchemars chroniques. Sa vie est devenue de plus en plus difficile à gérer et, un jour, son corps a été consumé par des flammes qui l'ont entièrement recouvert, lui causant de graves brûlures. Les médecins ont qualifié son état de combustion humaine spontanée, mais personne n'a pu expliquer pourquoi cela se produisait ni comment l'arrêter. Malgré cela, ses parents ne l'ont jamais abandonné. Leur présence réconfortante était la seule chose qui lui permettait de tenir le coup pendant ces périodes sombres. Et lorsqu'il a grandi, il a pu aller à l'université. Mais les choses ne se sont pas améliorées pour autant. Il a été victime de brimades et a eu peur, à cause d'un étudiant qui a commencé à répandre des rumeurs malveillantes à son sujet. Les rumeurs disaient qu'il mettait le feu aux sans-abri et qu'un jour, il pourrait brûler n'importe quel membre de la faculté, ce qui faisait que tous les autres étudiants le craignaient. Il fut mis à l'écart et beaucoup commencèrent à le mépriser à cause de ses mensonges, ce qui lui donna un sentiment de découragement et de solitude. Jusqu'au jour où il a abandonné l'université et est retourné chez ses parents, espérant y trouver un peu de réconfort, mais à son arrivée, son monde s'est encore plus effondré. Il trouve sa maison en flammes et, à sa grande horreur, le même homme qui avait répandu des rumeurs sur lui à l'université est là, l'accusant d'avoir allumé un incendie qui détruisait sa maison familiale. La police arrive peu après et, malgré son innocence, elle croit aux mensonges de l'homme et commence à l'appréhender. Paniqué, l'homme aux cheveux orange résiste à l'arrestation et, une fois de plus, son corps s'enflamme. Lorsqu'il s'est enflammé devant les badauds, ceux-ci ont reculé de peur, le traitant de monstre. C'est à ce moment-là qu'il a perdu tout espoir et toute volonté de se battre, ce qui lui a permis d'être placé en détention par la police sans plus de résistance. Au début, la prison est un soulagement, comme si elle était un sanctuaire du monde extérieur. Il ne représentait plus une menace pour personne, du moins le croyait-il. Un jour cependant, il fut abordé par un homme mystérieux portant une cicatrice. Cet homme lui promet de régler son problème et de le débarrasser de ses flammes incontrôlables. Cherchant désespérément une solution, le garçon aux cheveux orange accepta l'offre de l'homme, mais au lieu de le soigner, l'homme à la cicatrice ne fit qu'empirer les choses. Il augmenta la capacité de l'homme aux cheveux orange à contrôler le feu, lui permettant d'invoquer et de manipuler les flammes à volonté, sans subir le moindre dommage physique. Cela le rendit furieux, car il voulait seulement que les flammes disparaissent, pas qu'elles soient plus contrôlées. Il voulait juste avoir une vie normale, à l'abri du feu. Et lorsque le garçon aux cheveux orange exprima sa colère, ses plaintes furent accueillies par les moqueries d'un homme qui ressemblait à un elfe, un autre personnage impliqué dans tout ce complot. L'elfe décida alors d'ouvrir la bouche, révélant qu'il s'était fait passer pour un élève du collège et que c'était lui qui avait piégé l'homme aux cheveux orange, et dit que tout dans sa vie n'était qu'un stratagème pour l'utiliser dans ses expériences maléfiques. Furieux, l'homme aux cheveux orange attaqua l'elfe, mais il fut facilement vaincu. Ses flammes furent coupées sans effort par un manieur de lame, et dans la bataille qui
qui s'ensuivit, il eut les yeux arrachés, ce qui lui laissa cette cicatrice permanente. Lorsque l'homme aux cheveux orange finit de raconter son histoire, il doute que quelqu'un le croie. Après tout, il n'a aucune preuve pour étayer ses dires. Malgré ses doutes, il se dit soulagé de ne plus avoir le pouvoir de contrôler le feu, car cette partie de sa vie est enfin derrière lui. Mais à la surprise générale, Kenshi croit à son histoire. Kenshi explique qu'avant de devenir gardien de prison, il a travaillé comme officier de police, enquêtant sur des cas de détenus utilisés pour des expériences humaines. Il a démissionné de la police lorsque personne ne l'a cru et est devenu gardien de prison pour poursuivre sa quête de justice de l'intérieur. Kenshi promet à l'homme aux cheveux orange qu'il l'aidera à dénoncer les personnes qui ont abusé de lui et qu'il veillera à ce qu'elles soient traduites en justice. Les deux hommes se serrent la main, formant un lien inattendu autour de leur désir commun de voir la vérité éclater. Pendant ce temps, ailleurs dans la prison, Uno et Pretty Boy sont en pleine discussion. Uno a invité les détenus de la cellule 3 à visiter sa nouvelle salle d'arcade, mais Pretty Boy n'est pas content. Malgré la dispute, l'ami d'Uno l'entraîne dans la salle vide. Une fois sur place, Uno explique qu'il souhaite que la construction de la salle d'arcade soit le fruit d'une collaboration entre les détenus, plutôt que d'un travail qu'il effectue seul. Hajime, Yamato et l'assistant arrivent, apportant avec eux un ensemble de meubles achetés avec l'argent gagné par Uno. Peu après, le singe entre dans la pièce avec les détenus de la cellule 8, portant une vieille table de mahjong. Au moment où il s'installe, le garde commentateur arrive en grande pompe, renversant les gens avec sa grande collection de jeux, qui comprend des fléchettes, des tables de billard et bien d'autres choses encore. Les détenus sont enthousiastes, tandis que Hajime, comme d'habitude, est irrité par le chaos. Les Pretty Boys impressionnent les autres en montrant leurs compétences aux fléchettes et au billard. Peu après, Kenshi arrive avec un garçon aux cheveux orange pour se joindre à la fête. Plus tard, Hajime ordonne à tout le monde de retourner dans leurs cellules. Mais l'ordre est accueilli par des protestations et de la résistance de la part des détenus qui profitent de leur temps à la salle d'arcade. Ce soir-là, Jugo et Uno sont assis ensemble, réfléchissant aux événements de la journée. Jugo, qui se sent coupable, se demande s'il mérite de s'amuser autant, compte tenu de la vie qu'il a menée et du temps qu'il a passé en prison. Uno, avec son manque de tact habituel, souligne les raisons pour lesquelles Jugo ne le mérite peut-être pas, mais ajoute rapidement que malgré son passé, Jugo est toujours quelqu'un de bien. Il l'encourage à se socialiser davantage et à apprendre à profiter de la vie, même dans les limites de la prison. Encouragé, Jugo quitte sa cellule et sort, où il contemple le ciel nocturne dans un rare moment de joie et de liberté. Mais son moment de paix est bientôt brisé par l'apparition inopportune de ce type qui ressemble à un elfe. L'elfe se moque de Jugo en lui disant d'arrêter de le faire rire. Jugo ne le reconnaît pas, ce qui le rend confus. Il se détourne avec colère et l'elfe se téléporte dans un réservoir d'eau voisin, se moquant de son visage. Il laisse entendre qu'ils ont joué ensemble dans le passé et Jugo a du mal à s'en souvenir. L'elfe se téléporte à nouveau, semblant poignarder Jugo. Mais ce n'est qu'une illusion. L'elfe continue de se téléporter et demande à Jugo s'il se souvient de l'homme qui a tout risqué pour le protéger. Jugo, frustré, demande à l'elfe de cesser d'être énigmatique et de s'expliquer. Au lieu de cela, l'elfe continue de narguer Jugo, l'appelant Spécimen 15 et insistant pour qu'il utilise les armes qu'on lui a données pour collecter davantage de données. Jugo maudit l'elfe, refusant de blesser qui que ce soit avec les lames qu'on lui a données. L'elfe, furieux, plaque Jugo au sol et lui enfonce un couteau dans la main, lui ordonnant de cesser d'insulter son maître. Alors que l'elfe se plaint qu'il aurait dû tuer Jugo plus tôt, Jugo a un flashback d'un homme sacrifiant sa vie pour l'aider à s'échapper. Furieux, l'elfe menace de tuer tout le monde autour de Jugo, alors que sa mission est de récupérer uniquement le cerveau de Jugo. Il parvient à désespérer Jugo, qui utilise alors son pouvoir, mais cette fois, il le contrôle, se libère et brise l'arme de l'elfe. Cependant, ce n'était qu'une illusion de plus, et maintenant satisfait de la collecte de données, l'elfe se prépare à partir, demandant à Jugo d'utiliser davantage ses lames. Et lorsque Jugo l'interroge sur le fou à la cicatrice, l'elfe refuse de donner des informations à un cobaye, mais il l'avertit qu'il reviendra, et menace même de transformer les amis de Jugo en rats de laboratoire. Cela dit, il saute en promettant de revenir les voir. Secoué, Jugo craint pour la sécurité de ses amis, et le lendemain, Rocky remarque quelque chose d'étrange, mais Jugo insiste pour dire qu'il va bien. Cette nuit-là, déterminé à les protéger, Jugo décide de s'évader définitivement de la prison de Nambaka. Cependant, Uno, Nick et Rocky se réveillent, impatients de le rejoindre. Lorsque l'alarme de la prison se déclenche, la prison de Nambaka se met naturellement en mode sécurité. Mais Jugo parvient à franchir la dernière porte et trouve Hajime qui l'attend. Pour protéger ses amis, Jugo les enferme à l'intérieur et se prépare à affronter Hajime seul. Jugo et Hajime s'engagent dans un combat acharné, chacun déployant toute sa force. Et juste avant que les choses ne s'aggravent, la porte s'ouvre, permettant à Uno et Rocky
d'intervenir. Ils arrêtent le combat et rappellent à Jugo la promesse qu'ils ont faite. Comprenant qu'il ne peut pas abandonner ses amis, Jugo promet de les protéger et de ne plus jamais s'échapper. De l'autre côté de l'océan, nous voyons une prison bien plus sinistre que Nambaka. Il s'agit véritablement d'une prison top secrète, considérée comme la première au monde et dont personne ne s'est jamais échappé. La seule chose que l'on peut se demander, c'est si c'est là que le véritable ennemi de Jugo est détenu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager, d'interagir, de faire tout ce qui doit être fait. Un gros bisou à tout le monde. Au revoir et à la prochaine vidéo. Ma voix a disparu.